Cela vous a peut-être déjà démangé, en particulier au cours de ces derniers mois bloqués chez vous. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Bien au contraire, écrire une nouvelle, un roman, une pièce de théâtre, de la poésie, c'est ce qu'ont fait près de 10% de Français et de Françaises pendant le premier confinement. C'est le résultat d'une étude parue l'an dernier. Mouvement qui s'est confirmé cette année à tel point que l'une des plus grandes maisons d'édition, sinon la plus grande, Gallimard, a récemment demandé aux apprentis écrivains d'arrêter de lui envoyer leurs manuscrits. Ceci dit, Gallimard n'est pas forcément représentatif du secteur et d'autres maisons, elles, sont encore à la recherche de nouveaux textes. Alors, question, à qui envoyer sa prose ou ses vers? Quelles sont les règles à suivre pour se lancer dans l'écriture d'un livre? Bref, comment s'y prendre? Des questions auxquelles répond aujourd'hui un hors-série du magazine Lire. Bonjour Baptiste Liger. Bonjour Philippe. Vous êtes le directeur de la rédaction de Lire, magazine littéraire. Écrire et se faire éditer, que je montre ici à la caméra sur europe1.fr, c'est le titre de ce hors-série. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur ce sujet? Il faut savoir que depuis très longtemps, lorsque Lire était tout seul, puisque Lire et le magazine littéraire étaient deux entités qui sont aujourd'hui réunies, de manière, j'allais dire, très fréquente, on revenait sur ce dossier comment se faire éditer, parce que c'était une vraie demande du public. On s'appelle Lire, mais beaucoup de gens qui, encore une fois, achètent le magazine et le dévorent, écrivent aussi, et pour beaucoup aimeraient avoir ce désir de publication. Et on s'aperçoit que si certaines règles sont toujours valables et n'ont pas beaucoup évolué avec le temps, au contraire, c'est quelque chose d'assez évolutif dans certains points, d'où la nécessité de se dire cette fois-ci, allez, on ne fait pas quelques pages, on fait carrément un numéro entier, façon kit, en quelque sorte. Un Français sur 10, c'est le résultat d'une étude Harris Interactive, c'est prodigieux. Si on compte qu'en France, il y a 50 millions d'adultes, ça fait 5 millions de Français qui ont essayé de s'y mettre. Comment expliquez-vous, tant est qu'on puisse l'expliquer, ou alors comment interprétez-vous ce besoin d'écrire? Alors, il faut aussi, c'est un chiffre qui a été dévoilé l'année dernière par Harris Interactive. Alors, où commence véritablement le fait de débuter un livre? Est-ce que c'est juste une idée qu'on a dans la tête? Est-ce que c'est le fait d'avoir juste mis 3 mots sur un fichier? Bon, voilà. Attendez, je vous interromps. François Veillargan, vous avez une idée et le livre sortait 20 ans plus tard parfois. C'est vrai. Et les plus grands ont mis aussi du temps. C'est l'écriture, c'est quelque chose de velléitaire, l'écriture. Absolument. Comment vous l'expliquez? Pas que ce soit velléitaire, mais qu'autant de gens aient envie d'écrire. Parce qu'on s'est retrouvé face à du temps libre, en quelque sorte. Pas toujours, mais pour nombre de personnes. Et surtout le fait de se retrouver par rapport à soi-même. Et donc, on a une vie intérieure, j'allais dire, plutôt riche dans des moments tels que celui-ci, et donc on a envie de l'exprimer, et on s'aperçoit que en plus le fait de parler de soi, notamment avec cette mode des récits autobiographiques qu'on retrouve beaucoup en librairie, on se dit pourquoi pas moi? Bien sûr, c'est l'avènement de l'autofiction. On est sûr d'avoir une bonne histoire puisqu'il suffit de raconter, on peut raconter sa vie. Alors, petit paradoxe, dans le même temps, une étude montre que peu à peu, il y a malheureusement de moins en moins de lecteurs. C'est le résultat du dernier baromètre de la lecture et du CNL, le Centre National du Livre. Je vais poser la question ainsi, est-ce qu'on peut écrire sans livre, sans lire? Quand on y pense un instant, fondamentalement, parmi les gens publiés, il y a beaucoup plus de chances de se retrouver face à de gros lecteurs. Tout simplement parce qu'on prend généralement la crème de la crème dans ce qui arrive dans les services de manuscrits. Et donc, ceux qui ont lu beaucoup connaissent beaucoup de règles de fiction, ont pris presque inconsciemment de bons tics d'écriture en quelque sorte chez les autres et les ont appliqués. Donc, c'est pas une règle absolue. On peut être un petit lecteur en quelque sorte et réussir un chef-d'œuvre, ça c'est pas du tout impossible. Mais généralement, de manière quasiment statistique, oui. Voilà, les personnes qui réussissent à publier sont de gros lecteurs. Alors justement, on en vient à ce hors-série. De quoi s'agit-il? Comment l'avez-vous conçu? Qu'est-ce qu'on y trouve? On a essayé vraiment de voir le sujet de manière très large. Tout d'abord, en cassant quelques clichés sur l'édition, sur le monde de l'édition à travers quelques petites questions, un peu caricaturales. Par exemple, un cliché que vous cassez. Par exemple, est-il facile pour les journalistes de se faire publier? Vous, Philippe, encore une fois, vous avez aussi publié quelques. Mais moi, c'est différent parce que moi, mon premier livre s'est bien vendu, le deuxième aussi, le troisième aussi, le quatrième aussi. Oui. Donc c'est très facile. Et voilà, vous avez donné un premier élément de mais il faut réponse, avoir la chance de bien vendre son premier livre. Absolument, voilà. Et donc ça peut être facile d'un certain côté parce qu'on a un nom, un prestige, on connaît quelques copains journalistes, mais après ça peut être un handicap à l'inverse en disant ah oui non mais lui je le connais, je l'ai vu à la radio à la télé, non je l'aime pas, et donc de fait vous arrivez avec un CV un peu négatif en quelque sorte. Donc oui et non. Non, surtout on a voulu voir le sujet de manière très large avec quelques petits rappels de grammaire et d'orthographe. Ça il faut en parler parce que ça m'a vraiment frappé. Le premier conseil que vous donnez, c'est faites attention aux fautes d'orthographe, et je me dis mais pourquoi avoir choisi de commencer par là? Est-ce important à ce point, comme une dictée de 6e qui n'existe plus? Mais même moi ça m'a surpris quand on a vraiment réfléchi sur le dossier, parce qu'on a parlé à de nombreux éditeurs. Ils nous ont dit on a énormément de manuscrits mais qui sont
truffé de fautes d'orthographe et de grammaire. Mais est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce que la maison d'édition peut recaler un manuscrit parce qu'il y a des fautes? Vous racontez vous-même que Stendhal faisait des fautes. Tous les grands, voilà, bien sûr. Heureusement, ça permet de relativiser pas mal de choses. Non, c'est pas faire quelques coquilles ici et là, c'est pas un problème. Il faut un petit peu respirer sur le sujet. Toutefois, ça peut aussi traduire un vrai problème de sens et de signification dans ce qu'on a à dire s'il y a vraiment énormément de fautes, et tout simplement une simple relecture aurait permis d'éviter toutes ces coquilles qui peuvent se révéler rédhibitoires si elles sont vraiment trop nombreuses. Voilà, je pense à tous les gens qui font beaucoup de fautes d'orthographe et qui, en nous entendant, vont faire un infractus. Non, on dit un infarctus. C'est ce qu'on apprend justement dans Lire Magazine. C'est l'un des conseils que vous donnez. Vous restez avec nous, Baptiste Liger. Vous êtes le directeur de la rédaction de Lire Magazine littéraire. À tout de suite. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Baptiste Liger, le directeur de la rédaction de Lire Magazine littéraire, nous parlons de ce hors-série Écrire et se faire éditer. Beaucoup de gens ont envie d'écrire des pièces de théâtre, des nouvelles, des essais, mais surtout des romans. Le cœur de votre hors-série, vous le consacrez à la manière de raconter une histoire. Quels sont les points les plus importants selon vous? Alors évidemment, chaque roman est unique, chaque œuvre est unique, bien sûr, et on va pas nier ce principe général. Toutefois, on s'aperçoit qu'il y a quand même des éléments qui reviennent systématiquement, et que des éléments qu'on doit analyser, et on doit se poser certaines questions, tout simplement. Comment créer des personnages? Comment faire pour que ceux-ci à la fois soient immédiatement identifiables et en même temps ne soient pas des clichés? Et comment on dose? Qu'est-ce qu'on doit dire sur eux? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire sur eux? Comment ensuite on crée les autres protagonistes pour qu'ils puissent être différents et immédiatement identifiables eux aussi? Comment on réussit les interactions? Toutes ces questions-là, il faut qu'on se les pose à un moment ou à un autre. Ensuite, il y a la question de l'intrigue. On part d'un point A à un point B. Ouais. Il faut qu'on ait une vague idée d'où on va, même si évidemment les aléas de l'écriture font que parfois on va prendre une direction différente. Qu'importe, il faut qu'on ait une idée de progression. C'est ça, hein. On ouvre un livre à la première page et on termine à la fin. Je souris parce qu'il y a beaucoup de romanciers, on en reçoit beaucoup ici dans Culture Média, qui appliquent la règle que vous appliquez, et une partie qui dit, moi quand je démarre, je ne sais pas ce qui va arriver à mon personnage et c'est lui qui décide. Ouais, mais j'allais dire, la personne qui se lance dans le projet... c'est une posture? Non, c'est pas forcément une posture. Moi je veux dire, j'ai jamais cru à ça. Non, je pense que quand même, on a une idée de vaguement où on veut aller, mais voilà, c'est comme vous lancez sur la route, vous savez que vous voulez aller dans le sud, à quel endroit, mais vous hésitez à aller finalement, je vais prendre la nationale, non, la départementale ou quoi que ce soit. Voilà, je pense qu'on est plus dans cet état d'esprit. Voilà, oubliez cette considération d'ordre simplement autoroutier en quelque sorte. Ouais. Mais voilà. Et très important aussi, vous parlez des dialogues. Mais oui, les dialogues. Qu'est-ce qui fait qu'un dialogue est juste? Parce que voilà, ce n'est pas simplement le fait de retranscrire ce qu'on peut dire à l'oral. Non, il y a un filtre qui fait que voilà, le bon dialogue n'est pas forcément celui qu'on va utiliser dans la réalité. Encore une fois, comment faire pour que celui-ci ait cet effet de réel à proprement parler? En même temps, ça peut être aussi un vecteur de ton. On peut faire des dialogues complètement irréalistes, mais ça donne une tonalité qui s'ancre complètement dans le monde que vous imaginez. Là aussi, c'est une question de dosage et de ressenti. Et ce que j'aurais tendance à recommander, c'est de faire tester autour de soi, auprès de gens à qui on peut faire confiance. Auprès de vraies personnes. Et à qui il faut demander, moi j'ai un conseil à demander en disant, dis-moi ce qui va pas. Parce que si on demande à quelqu'un, dis-moi ce que t'en penses, comme il est poli, il va dire, il faut demander, dis-moi ce qui va pas, comme ça vous êtes certain de vous prendre un tacle, donc du coup ça ne vous vexe pas, et comme ça vous avancez, vous progressez. Et à plusieurs personnes pour voir si les éléments se recoupent. Pour répondre également aux questions que les écrivains en herbe peuvent se poser, il y a les ateliers d'écriture, il y en a de plus en plus, vous en parlez dans leur série. Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce que vous les recommandez, les ateliers d'écriture? Ah bah oui, ça je pense que clairement c'est une très bonne formation. C'est pas forcément obligatoire évidemment, il existe des ateliers aussi bien en présentiel, selon ce mot délicieux qu'on utilise de plus en plus, ou en distanciel. Allez, on va continuer dans le genre, et pourquoi pas. Ce qui est très bien d'avoir un professionnel qui nous aide, qui nous guide dans un tout petit groupe. On voit un petit peu aussi au-delà de son cas personnel, on voit à travers le cas des autres ce qui peut nous ressembler, ce qui est différent, et je pense que cette interaction est très bonne. Et puis voilà, vous avez des ateliers qui sont très très généraux sur la littérature en général, d'autres parfois c'est simplement sur l'art du dialogue comme on évoquait, ou la création d'un personnage, ou la création d'un décor, comment faire une bonne description, comment tenir sa narration, comment par exemple si vous choisissez un polar, vous devez imaginer plusieurs rebondissements, évidemment au fur et à mesure de l'intrigue, mais comment choisir le bon moment pour faire
arriver un rebondissement. Voilà quelques-unes des questions qui peuvent être traitées dans un atelier. Je souris parce que j'ai déjà lu des livres de 200 pages dans lesquels il n'y avait aucun rebondissement. Et on avait quand même envie qu'il se passe un truc. Pourquoi pas. Oui, qui était édité quand même. Vous donnez une liste de 60 éditeurs avec une courte fiche de présentation pour chacun pour savoir à qui adresser son manuscrit. Évidemment, si on écrit des récits de science-fiction, on va plutôt envoyer son texte aux Forges de Vulcain plutôt que chez Robert Laffont qui publie plutôt des biographies. Vous parlez des attentes des éditeurs et ça aussi c'est très utile. Oui, parce que ce qu'attendent aussi les maisons d'édition, ce n'est pas forcément d'avoir une tonne de manuscrits qui arrivent chaque jour. C'est plusieurs dizaines en général, chaque jour, dans chaque maison. Quand on voit la réalité de la production, par exemple, dans une maison moyenne, il y aura 2 ou 3 premiers romans dans l'année maximum. Bon, on relativise un petit peu par rapport à l'arrivage. Non, c'est bien choisir. Ne pas oublier, au-delà de son manuscrit, de soigner sa lettre de présentation, dire qui on est, présenter brièvement le livre, son rapport à l'écriture, son parcours et une présentation efficace et surtout la justification. Pourquoi je dois choisir telle maison et pas telle autre et montrer que ça n'est pas une erreur et un courrier envoyé comme ça un petit peu au hasard. Non, personnaliser et choisir intelligemment la maison, ça c'est le conseil numéro 1 dans l'envoi. Je reviens à la requête des éditions Gallimard. Est-ce que vous estimez, Baptiste Liger, qu'il y a trop de gens qui envoient des manuscrits? Pour prendre le sondage, 10% des gens qui se mettent à écrire, ça fait 5 millions d'adultes. C'est un chiffre énorme. Est-ce que c'est trop? Pas trop qui écrivent, mais trop qui encombrent les maisons d'édition. Déjà, parce qu'après on peut être Fernando Pessoa, écrire pour soi-même et mettre tout ça dans une malle. Quand on sait qu'à peu près dans les livres qui arrivent par voie postale en quelque sorte, c'est à peu près 1 sur 1000. On est à peu près dans cet ordre-là qui finit au final par être publié dans la maison en question. Ça veut dire que vous voyez le déchet à proprement parler. Ouais. Et grosso modo, 4 sur 5 voire 9 sur 10 des manuscrits ne sont même pas lus sérieusement. Tout simplement parce que comme il y a très peu d'élus, on voit tout de suite si un livre a une chance ou pas d'arriver, à être l'élu. C'est comme lorsque vous voyez une copie, au bout de quelques lignes, vous voyez très bien si elle a une chance d'avoir entre 18 ou 20 ou si elle risque d'être plus faible. Et vous-même, vous trouvez qu'il sort trop de livres? Par exemple, la rentrée, c'est 600, 650 romans. Je veux dire à quoi je pense. Je me souviens d'un titre du mensuel Technicart, il y a quelques années, qui critiquait le fait que n'importe qui, désormais, pouvait être amené à publier un livre. Et le titre était terrible, c'était « Avez-vous fait vos besoins littéraires ?» On s'aperçoit, ça c'est l'effet paradoxal, on produit énormément et plus on produit, moins de titres s'avèrent de vrais grands succès de librairie. C'est un petit peu comme au cinéma, vous voyez, vous avez beaucoup de films qui sortent et les entrées se concentrent uniquement sur quelques films. J'ai bien compris. C'est exactement le même procédé. Ma question c'était, est-ce que selon vous il y en a trop ou est-ce qu'au contraire c'est signe de bonne santé et d'une richesse culturelle dans ce pays? Les deux, à la fois, c'est salutaire parce que chacun peut trouver le livre qui lui convient parfaitement, et c'est très bien, notamment dans le domaine des essais, d'avoir des choses très précises, très pointues. Tout ça est plutôt salutaire. En même temps, par rapport aux chances de succès d'un livre, elles sont de plus en plus faibles, ça c'est certain. On est ici une émission média également. Lire a racheté le nouveau magazine littéraire en juin dernier. Comment s'est passée la fusion? Est-ce que ça a permis d'augmenter la diffusion? Oui, bien sûr, oui. Encore une fois, c'était un petit peu l'idée. Non, mais vraiment, on avait 2 titres qui n'étaient pas fondamentalement concurrents, mais qui avaient quand même, qui traitaient de la même chose. Et l'idée de Stéphane Chabna et Jean-Jacques Augier, ça a été vraiment de les rapprocher, d'essayer de faire une fusion intelligente pour avoir un titre fort qui serait le titre qui promeut aujourd'hui la littérature dans toute sa diversité. On peut aussi bien parler du dernier succès d'un auteur très populaire, un petit peu à la Marc Lévy, Michel Bussy, ou d'un poète hongrois du XIe siècle. C'est vraiment de couvrir le spectre exactement comme quand on va dans une librairie. C'est ça véritablement l'idée. Et je vais donner le chiffre, la diffusion totale en 2020 était de 57 250 exemplaires par mois, ce qui est assez considérable. Je vais finir, ça m'est revenu comme ça un conseil de Somerset Maugham, l'écrivain, qui disait il y a 3 règles de base pour réussir en roman. Le problème, c'est que personne ne les connaît. Merci beaucoup, Baptiste Liger, directeur de la rédaction de Lire Magazine littéraire. Ce hors-série Écrire et se faire éditer sort aujourd'hui en kiosque, 8,90 € et c'est en partenariat avec Europe 1, je le précise. Et on vous a reçu quand même si ça n'avait pas été en partenariat avec nous. C'est très, très, très intéressant ce qu'on trouve dans ces pages.